Bonjour à tous et on est ravis que vous nous ayez rejoint sur ce webinaire, donc Data et IA dans l'industrie, pour quelle création de valeur. On va passer une petite heure ensemble. On a conçu ce webinaire de façon à partager des éléments de retour d'expérience et des éléments de conviction sur ce qu'on pouvait faire avec la data et l'IA dans l'industrie, ce qui étaient les caractéristiques des projets data et IA dans l'industrie et on illustrera certains des challenges que l'on peut rencontrer à travers un certain nombre de cas d'usage concrets. Donc, on est en tout cas très preneur également de vos questions dans le chat tout au long de cette session. On en traitera quelques-unes en live, comme l'a mentionné Fleur, et puis sinon, on aura un temps d'échange sur la fin. Avant toute chose, je vous propose qu'on se présente. Donc, de mon côté, Martin Leloc, je suis directeur de la practice data et production chez Quantmetry. Donc, Quantmetry, on a un cabinet de conseil spécialisé en data et en IA et on accompagne depuis une dizaine d'années maintenant des acteurs de l'industrie manufacturière, de l'énergie, dans l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle pour créer de la valeur. Donc, on aura l'occasion de développer ce sujet dans ce webinaire. Et moi, je suis Fleur Nourri, donc je suis chargée de marketing chez WeNetwork. Et donc, on a souhaité, en fait, effectivement, comme le disait Martin en introduction, vous proposer ce webinaire parce que c'est vrai qu'on entend très souvent, nous, de la part de nos clients PME industriels ou même grands groupes, que la data, c'est le nouveau fuel de l'industrie. Et c'est vrai que la data, c'est le socle de la transformation digitale de l'industrie. Et donc, il nous a semblé important, en fait, et intéressant de vous proposer ce contenu pour vous aider à y voir plus clair et puis effectivement pour voir des cas d'usage réel, pour vraiment comprendre ce que vous pourriez peut-être éventuellement mettre en place dans vos propres entreprises. Et parce que c'est bien beau d'avoir cette injonction de se dire, voilà, la data, c'est le nouveau fuel de l'industrie, mais déjà, il faudrait savoir effectivement par où commencer, comment est-ce qu'on peut vraiment apporter de la valeur grâce à ça. Et voilà, donc on va vous donner des premières pistes, on espère vous donner de premières pistes grâce à ce webinaire. Merci Fleur. Donc moi, je voulais juste, pour ceux qui ne nous connaissent pas, passer vraiment 3 minutes, je vous promets que ça ne durera pas plus longtemps, pour présenter WeNetwork, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. En fait, WeNetwork, c'est un centre de ressources technologiques de l'électronique et de l'IoT. Donc, on est labellisé CRT. Et ce point est important parce que ça nous permet en fait d'être tiers de confiance pour accompagner les entreprises dans leur transfo digital, dans leur transformation digitale, parce que effectivement, nous croyons que la transformation digitale est l'avenir de l'industrie. Et donc, cette mission qu'on se donne, on la réalise grâce à 4 pôles. Donc, une pôle expertise, puisque nous proposons en fait des prestations de conseil pour aider les startups et les PME à développer leurs produits intelligents, leurs produits électroniques, ou à aller vers l'industrie 4.0. Le deuxième pôle qui est associé, c'est Experiment, c'est notre ligne de production en électronique pour réaliser des POC ou jusqu'à la pré-série. Évidemment, on a un pôle formation dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est très important aussi, puisque notre idée, c'est de finalement rendre aussi autonomes nos clients sur certains sujets technologiques. Et puis, dernier point, R&D, WISE, puisque notre mission en tant que CRT, c'est aussi de faire le lien entre l'ensemble de l'écosystème technologique, donc les labos, les PME, les entreprises industrielles, les acteurs publics. Voilà, donc nous, on est ce lien entre tout cet écosystème pour aider à avancer sur la transformation digitale de l'industrie. Voilà, je m'arrête là pour la présentation de WeNetwork. Je vais essayer d'être aussi rapide du coup sur la présentation de Quantmetry. Comme je le disais tout à l'heure, on est un cabinet de conseil spécialisé en data et en IA, donc on est pure player sur ce sujet depuis 10 ans maintenant. Pure player, ça veut dire qu'on a réalisé plus de 300 projets sur l'exploitation de la donnée et la création d'algorithmes d'intelligence artificielle à façon, donc sur mesure pour nos clients.
Deux éléments intéressants pour contextualiser ça à notre rendez-vous du jour. La première chose, c'est que donc, depuis une dizaine d'années, on a été forcément au démarrage de la vague du big data et de l'IA, et donc on a accompagné tout un tas de secteurs dans leur transformation. Et aujourd'hui, le secteur sur lequel on identifie le plus d'activités, le plus de cas d'usage, à la fois innovants et créateurs de valeur, c'est le domaine de l'industrie. Donc, ça n'a pas forcément été le premier, le plus pionnier, mais aujourd'hui, c'est celui qui représente le plus gros territoire de création de valeur grâce à ces sujets et où on a la majorité de nos missions d'accompagnement aujourd'hui. Le deuxième sujet qui est intéressant aussi dans la façon dont on accompagne nos clients, c'est qu'on a historiquement commencé par accompagner des grands comptes, donc CAC 40, SBF 120, et aujourd'hui, on accompagne de plus en plus des ETI, des PME qui profitent aussi de la maturité de ces sujets-là pour pouvoir créer de la valeur plus rapidement et avec des ROI plus importants et un time to market aussi plus important sur ces sujets data et IA. Et donc, on a l'occasion de collaborer avec WeNetwork, notamment sur ces sujets de formation. Fleur y reviendra. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour une petite heure. L'objectif, ça va être de vous partager donc, différents éléments autour de la transformation data IA et des projets dans le cadre des contextes industriels. Donc, on commencera par une petite remise en perspective des origines de cette transformation. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi la data et l'IA sont considérés comme des nouveaux vecteurs de création de valeur pour l'industrie? On enchaînera ensuite en rentrant un petit peu plus dans le détail sur les algorithmes qui permettent de créer cette valeur, sur les leviers de création de valeur et sur tous les cas d'usage, une revue un peu large des cas d'usage qui peuvent être applicables aux activités industrielles. Et on rentrera ensuite dans une partie où on s'intéressera au projet data autant que tel, en quoi un projet data est différent ou similaire à un projet digital, à un projet IT, et puis on illustrera certains de ces challenges à travers des retours d'expérience concrets. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat afin qu'on puisse éclairer le discours, éclairer les retours d'expérience en fonction de vos questions. Donc, premier sujet, pourquoi est-ce qu'on parle tant aujourd'hui de big data et de l'IA? C'est aujourd'hui une réalité, vous le savez, vous utilisez l'intelligence artificielle et vous générez de la donnée tous les jours dans votre quotidien personnel et dans votre quotidien professionnel. C'est le cas chez tous les acteurs du monde digital et tous les GAFAM qui proposent des services utilisant cette donnée et utilisant parfois des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on a eu une émergence de ces sujets data et IA pour deux raisons en fait structurelles. Une première qui est l'émergence des technologies big data. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une rupture technologique qui a créé le terreau fertile à cette innovation. Et puis, d'un autre côté, une maturité gagnée sur les techniques d'intelligence artificielle. Ce sont des techniques qui ne sont pas nouvelles, qui ne datent pas des 5-10 dernières années, mais la combinaison entre cette rupture technologique côté data et la maturité de ces techniques a créé l'engouement et la création de valeur qui va avec sur ces sujets data et IA aujourd'hui. Donc, si on se concentre maintenant sur ces deux aspects, premièrement, la rupture technologique à l'origine du big data. Vous avez sûrement déjà entendu parler des différents V du big data, volume, vélocité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à la fois une explosion des données générées par nos activités, mais aussi par les capteurs que l'on a mis en place dans les outils industriels. Aujourd'hui, cette donnée, elle est à la fois générée par les assets, mais elle est aussi beaucoup plus facilement collectable et exploitable. Pourquoi? Parce qu'on a eu une baisse drastique du coût de stockage de la donnée. Aujourd'hui, ça ne coûte pas cher de stocker de la donnée volumineuse. Et donc, on n'a plus cette limite qui était de devoir sélectionner, de devoir choisir quelle était la donnée qui allait être utilisable pour de la visualisation d'indicateurs. Et donc, cette masse de données
va permettre d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle dont on parlera juste après. Le deuxième sujet qui a aussi permis ça, c'est une augmentation de la puissance. Au niveau de la rupture technologique, on a des nouvelles capacités pour traiter la donnée, à la fois en termes hardware, les machines et les serveurs sont de plus en plus puissants, mais aussi en termes software. Il y a des nouveaux paradigmes qui ont été introduits il y a une quinzaine d'années, des paradigmes de traitement distribué qui permettent d'être en mesure de traiter avec des bonnes performances l'ensemble de ces données qui sont maintenant stockables. Et donc, c'est vraiment cette rupture technologique du big data avec des technologies comme Hadoop qui ont été le premier vecteur de déclenchement de cette vague de transformation par la donnée. Donc, j'ai parlé de cette rupture technologique d'un côté. On a de l'autre côté une meilleure capacité à traiter l'information et à créer de l'intelligence à travers l'information. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on réalise depuis de nombreuses années. On fait du reporting, on fait de la visualisation d'informations depuis de nombreuses années. On fait même des systèmes experts qui sont en quelque sorte une intelligence artificielle, puisqu'on essaye de répliquer l'intelligence humaine dans des systèmes informatiques. Donc tout ça existe et les capacités technologiques nous ont permis maintenant d'activer à l'échelle de nouvelles techniques, le machine learning dans un premier temps, qui permet d'apprendre ou d'analyser un gros volume de données pour en tirer de l'information. Et donc, on imagine ici tous les cas d'usage dont on parlera après, mais des cas d'usage de prévision sur des séries temporelles, des cas d'usage de maintenance préventive qui ont été rendus possibles grâce à l'activation de cette technologie. Et puis, plus récemment, le deep learning qui permet, lui, de travailler sur des quantités de données encore plus grandes, des données aussi beaucoup moins structurées. On a l'habitude de travailler sur des données tabulaires, mais aujourd'hui, les algorithmes de deep learning s'appliquent particulièrement sur les données non structurées, comme l'image ou le texte, semi-structurées, comme le texte. Et donc, cet attirail de nouveaux moyens, de nouveaux algorithmes pour traiter la donnée, permettent d'aller créer de la valeur incrémentale sur ces sujets-là. Toujours avec l'objectif d'être dans une logique d'amélioration des processus existants et de s'intégrer dans les processus industriels existants. Aujourd'hui, ces nouveaux algorithmes, il faut comprendre qu'on est vraiment passé dans une révolution de la façon dont on traite les données et cette révolution, elle est tirée par un état de l'art, par une recherche académique extrêmement dynamique. Cette recherche académique, elle est infusée, elle est dynamisée en grande partie par les GAFAM, dont on parlait un petit peu plus tôt. Là, ici, je vous ai mis en avant 3 algorithmes qui ont pour chacun d'entre eux révolutionné un petit peu le traitement des données dans leur domaine. Donc, on a Prophet qui a obtenu des performances assez impressionnantes sur tout ce qui va être prévision dans le domaine des séries temporelles. On a BERT qui a révolutionné le traitement automatique du langage, donc tout ce qui va être corpus de texte. Et puis Faster RCNN qui est un petit peu plus ancien, mais qui est une brique importante dans le traitement des images. Et en fait, on voit que ces 3 algorithmes-là, alors il y en a des milliers, mais ces 3 algorithmes-là qui marquent une certaine étape dans leur domaine respectif, ont été développés par les équipes de recherche de ces acteurs GAFAM, Facebook, Google, Microsoft. Et donc, il y a de vrais investissements qui sont faits pour aller toujours plus loin sur cette partie algorithmie et intelligence artificielle. Donc, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on sait qu'il est désormais possible de traiter plus de données, de développer de nouveaux algorithmes pour exploiter cette donnée, qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on peut créer de la valeur par la donnée? Généralement, il y a 3 axes de création de valeur par la donnée qu'on retrouve, et peut-être que Fleur, tu voudras étendre ce point-là, qui sont 1, l'excellence opérationnelle. Donc, on va travailler sur la bottom line et on va aller améliorer les processus existants. Ça peut être grâce à l'optimisation de processus. Donc,
sous contrainte ou autre, l'optimisation de gestion de stock dans la supply chain, par exemple, l'optimisation des contrôles qualité en usine, la maintenance prédictive qui va permettre de réduire les coûts de maintenance, par exemple, ou même l'optimisation des ressources humaines. Donc là, on a ce levier excellence opérationnelle. C'est un levier qui est aujourd'hui le levier qui crée le plus de valeur. C'est celui par lequel les entreprises industrielles commencent généralement parce que c'est peut-être plus intuitif d'aller identifier des centres de coûts et de les optimiser grâce à la data et l'IA avant de passer sur un deuxième niveau de création de valeur qui est celui que vous voyez ici en jaune, qui est l'amélioration de l'offre et la création de nouveaux services. Là, on va aller utiliser la donnée et l'intelligence artificielle pour enrichir ce qu'on propose à nos clients, peut-être pour aller créer aussi des nouveaux contacts avec ces clients. Lorsqu'on est, qu'on est en train de créer des produits, eh ben, on va pouvoir aller jusqu'au service grâce à ce type de sujet. Ça peut être en partageant de l'information en temps réel, ça peut être en proposant du conseil personnalisé à l'usage par rapport aux biens ou aux produits qui sont manufacturés. Ça peut aussi être au niveau du back-office sur une expérience client enrichie, traiter plus rapidement, plus efficacement les retours que vous avez de vos clients, avoir une expérience utilisateur plus riche pour valoriser encore plus vos produits. Et enfin, un dernier axe qui aujourd'hui est pour moi un axe qui était assez mineur, mais qui va avoir vraiment tendance à se développer sous l'impulsion de différents groupes de travail sur ce sujet, c'est le partage de données. Partage de données entre entreprises ou entre acteurs d'une même chaîne de valeur industrielle. Pourquoi? Parce que il y avait eu cette citation très célèbre qui est Data is the new oil, et donc on s'est mis à chercher les gisements de valeur dans nos entreprises. Et ben, une fois qu'on a trié la valeur des différents sujets identifiés au sein de notre entreprise, assez naturellement, on commence à avoir besoin de la donnée de nos fournisseurs, de la donnée de nos clients pour pouvoir créer encore plus de valeur. Et donc, cette démocratisation du partage de données entre les acteurs de l'industrie est une vraie tendance de marché, une vraie tendance de fond pour aller créer encore plus de valeur grâce à la donnée. Ça peut être par la revente pure et dure, la monétisation pure et dure de données ou d'indicateurs. Typiquement, si vous avez des données, vous êtes capable de créer des données d'usage, de créer des indicateurs basés sur l'usage de vos produits, peut-être que ça intéresse des personnes de votre écosystème ou d'autres écosystèmes. On peut penser aux initiatives qu'ont eues les assureurs d'aller acheter des données de roulage de véhicules pour faire des assurances Pay as you drive, mais aussi pour améliorer vos produits. Il y a beaucoup d'initiatives d'échange de données autour des relations fournisseurs, clients-fournisseurs. On peut par exemple parler des initiatives de type Catena X dans le domaine de l'automobile qui visent à faciliter les échanges de data entre différents partenaires. Oui, tout à fait. Et du coup, je me permets de rebondir. Effectivement, c'est pour ça que WeNetwork, nous, on propose effectivement du conseil notamment sur les deux premiers axes dont tu viens de parler, donc l'excellence opérationnelle et l'amélioration de l'offre et création de nouveaux services, puisque effectivement, nous, on est le pilote du Technocampus de l'électronique et de l'IoT. On fédère en fait cet écosystème de l'électronique, puisque l'électronique, en fait, c'est le socle industriel en fait de toute cette remontée de data, et ça permet vraiment justement d'améliorer l'excellence opérationnelle, donc en allant vers des schémas Industrie 4.0 ou en travaillant sur des nouveaux services associés à des produits électroniques et IoT. Voilà. Mais effectivement, on voit aussi de plus en plus la troisième partie, mais qui est un petit peu plus rare chez nos clients, mais qui effectivement se développe de plus en plus. On voit aussi cette évolution que tu partages, Martin. Et on a attaqué ce webinaire avec un angle big data et intelligence artificielle, mais il y a un message intéressant, en tout cas important, moi, que je voulais rappeler aussi, c'est que cet aspect très innovant, intelligence artificielle, ce n'est pas une finalité en soi. Il y a souvent déjà beaucoup de valeur à aller chercher en posant des fondamentaux peut-être plus simples, mais qui vont créer une grosse partie de la valeur également. Et donc,
commencer par l'intelligence artificielle n'est pas toujours la bonne chose à faire. Il y a d'abord, et Fleur en parlait sur la partie industrie 4.0, collecte des données, il y a une première étape qui va être déjà de collecter de la donnée, de superviser ces installations, d'être capable de produire peut-être des rapports qui vont permettre de visualiser tout un tas d'indicateurs pour mieux piloter, mieux décider, mieux prévoir aussi autour de son activité. Une fois que ce premier step est mis en place, on peut commencer à travailler sur des sujets analytiques plus larges, plus complexes, en allant croiser des informations à l'échelle de l'entreprise, des informations entre les opérations et la supply chain, entre les opérations et les RH, pour amener encore plus d'analyses riches et aller trouver des gains complémentaires. Et puis, les cas d'usage avancés et l'intelligence artificielle appliquée à ces processus viennent se nourrir de cette donnée collectée, mise en qualité, pour ensuite pouvoir adresser des sujets divers et variés qui peuvent aller taper dans l'ensemble des sources de valeur qu'on va trouver au sein des industries. Alors Martin, j'ai une première question là dans le chat de Patrick Fidizian. Je pense qu'elle elle est en rapport avec la slide juste avant, mais il pose la question de savoir qu'en est-il des applications de l'IA dans les processus de R&D? Parce que c'est vrai qu'on a parlé excellence opérationnelle, on a parlé nouveaux services grâce aux produits connectés, mais effectivement, il y a peut-être aussi des usages de l'IA dans la R&D. Oui, tout à fait. Alors, c'est une excellente transition avec le slide suivant, du coup, que j'affiche là, parce que c'est vrai qu'on avait un prisme orienté opération, maintenance un petit peu, mais il y a effectivement tout un volet autour de la conception, de la recherche et développement qui est important. On a posé ici deux exemples de cas d'usage. Un qu'on voit beaucoup, qui est la conception optimisée par l'usage. On a des modes de conception qui sont souvent basés sur des ABAC, sur des normes, sur le retour d'expérience aussi. Aujourd'hui, grâce à la data, on est capable d'affiner cette conception. On est capable de l'affiner parce qu'on est capable de mesurer aussi l'utilisation dans des contextes de plus en plus variés. Donc, on va avoir une meilleure compréhension de l'usage des produits et donc, si on fait la boucle de retour, on va pouvoir avoir une reconception plus efficiente. Ça, c'est des choses qui sont faites. J'ai un exemple en tête, notamment sur les batteries électriques. Les batteries électriques, quand vous devez concevoir une batterie électrique pour un objet de mobilité, au démarrage, vous le concevez selon un plan d'utilisation qui est théorique. Et donc, pour éviter ce surdimensionnement ou sous-dimensionnement, vous allez pouvoir utiliser des données d'usage, vous allez pouvoir les catégoriser, les classifier pour pouvoir peut-être reconcevoir votre produit ou des variations de votre produit différentes qui vont vous permettre tout simplement de mieux rendre le service ou de le rendre avec des coûts moins élevés. Donc ça, c'est un premier axe, l'axe de conception optimisée par l'usage des données générées par les produits qui est intéressant sur la partie R&D. On a aussi tout ce qui va être sur la simulation et l'optimisation des tests, notamment si on est dans de l'industrie qui génère qui produit des pièces à forte valeur ajoutée ou à fort coût, pour tout ce qui va être diminution des tests destructifs. Ça peut être aussi des axes de valeur importants, en tout cas que nous, on a vu chez certains de nos clients, où en renforçant ces processus de simulation avec de l'IA, on peut obtenir des réductions de coûts sur ces procédés-là. En tout cas, effectivement, il ne faut pas oublier les processus de R&D qui sont un champ d'application intéressant, mais souvent un peu plus complexe que les opérations ou que la maintenance, parce que parfois, et c'est encore une fois, c'est vraiment à moyenner, et ce n'est pas individuel, mais parfois un peu plus complexe à digitaliser avec des travaux qui sont en place. Je pense à des sujets de PLM, à des sujets comme ça qui prennent peut-être plus de temps que d'autres sujets côté opération qui peuvent être plus localisés.
Si on continue sur ce panorama des cas d'application, donc sur la fabrication, on a évidemment des choses qui sont très marketées aujourd'hui ou qui sautent aux yeux, comme la détection de défauts en ligne grâce à la vision par ordinateur. On a tous ça en tête, hein, cette caméra qui regarde la ligne de production et qui va identifier les défauts. Ce qui existe aussi, c'est beaucoup des cas sur l'analyse de causes racines. Vous avez des problèmes qualité et donc comment vous essayez par l'ensemble des facteurs du process de comprendre ce qui a pu avoir un impact sur cette qualité pour identifier les causes racines. Donc ça, c'est des sujets un peu classiques en fabrication. L'enjeu étant toujours là-dessus, sur la partie fabrication, d'être capable soit de produire plus efficacement ou en meilleure qualité. Sur la partie maintenance, on va avoir Alors, il y a évidemment le cas de la maintenance prédictive, maintenance préventive, maintenance prédictive. Ça dépend des termes qui sont utilisés, mais on va avoir ce cas-là qui est un peu le Graal, de savoir prédire la panne qui va arriver avec précision. On a aussi, nous, ce qu'on voit plus, c'est des déclinaisons un petit peu de ça, qui vont être d'abord sur de l'optimisation de plan de maintenance, comment je vais pouvoir personnaliser peut-être des pas de maintenance en fonction de l'usage et des conditions d'utilisation de mes assets, où on va être aussi sur des sujets d'estimation de la valeur de la valeur de vie résiduelle d'un asset. Ça, c'est d'autres typologies de cas d'usage de maintenance sur lesquelles à la fois des technologies de série temporelle ou parfois aussi des technologies de traitement automatique du langage pour analyser des rapports de maintenance notamment, peuvent être intéressantes à activer. Évidemment, ici, on en a sélectionné quelques-uns, mais le panorama des cas d'usage est extrêmement large et très, très spécifique à chaque industrie. C'est d'ailleurs un vrai enjeu dont on parlera juste après, de savoir cadrer et identifier si à la fois le cas d'usage est le bon en termes de création de valeur et si les fondamentaux ou les ingrédients sont présents en termes de données et en termes de moyens pour pouvoir réussir ce cas d'usage. Donc, les spécificités d'un projet data et IA, on a eu une période d'effervescence sur les sujets d'intelligence artificielle qui était c'est nouveau, on a envie de tester, on a envie de plonger dans cette innovation et de montrer que oui, on est capable de mieux prédire les pannes grâce à l'intelligence artificielle sur un cas bien particulier. Et donc, il y a eu une période où le POC a été roi, où on prenait une usine en particulier, on prenait un cas particulier, on développait un modèle d'intelligence artificielle dessus, et puis on arrivait à une conclusion comme quoi oui, ça marche, et puis souvent on en restait là. Et donc on ne créait pas de valeur par l'utilisation de la data et de l'IA, on montrait que la technologie fonctionnait. Donc aujourd'hui, cette ère, elle est derrière nous. À la fois, les outils technologiques ont mûri, les algorithmes sont aussi beaucoup plus efficients et beaucoup plus facilement activables. Puis il y a du recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc l'enjeu est moins de tester que de réussir à mettre en œuvre à l'échelle d'un outil industriel une bonne idée pour pouvoir créer la valeur, non pas à un seul endroit et sur une typologie de pièces, par exemple, mais bien sur l'ensemble de votre outil industriel. Donc, ça, c'est mon premier point, de dire qu'aujourd'hui, on passe d'une logique de POC à une logique d'industrialisation et de déploiement. Et puis, un projet data IA, ce n'est pas que de la data et de l'IA, c'est aussi tout un écosystème de technologies, de compétences et de gouvernance qu'il est important d'avoir en tête pour pouvoir réussir à créer de la valeur. Puisqu'en fait, tous les projets data s'inscrivent dans un cadre de lecture que je vous partage ici, qui est qu'il s'aligne avec une vision ou une stratégie. Si on veut travailler un cas d'usage d'optimisation de la maintenance, on s'aligne avec la stratégie de réduire nos coûts de maintenance, par exemple, ou d'augmenter notre fiabilité. Et donc, on doit bien être en ligne avec une stratégie. On va s'appuyer sur un patrimoine de données
Quelles sont les données à ma disposition pour pouvoir faire ça? Est-ce que j'ai la bonne donnée et en bonne qualité pour pouvoir réaliser mon projet Data IA? Et je vais venir activer un certain nombre de moyens dans mon entreprise, des plateformes techniques, architecture, outils, à l'IT par exemple, des ressources, de la gouvernance de la donnée pour comprendre la donnée qui a été générée et est-ce que c'est bien la bonne donnée dont on a besoin pour réaliser le cas d'usage, et puis de l'organisation, des processus de mise en œuvre. Comme tout projet digital, on fait collaborer des personnes du métier, des personnes de l'innovation, des personnes de l'IT pour, in fine, améliorer la façon dont les processus sont exécutés. On a classiquement un certain nombre de phases dans les projets Data IA qui sont assez communs, phases assez communes par rapport aux projets d'innovation. Je parlais tout à l'heure de l'importance du cadrage, où on se pose la question de est-ce que mon idée d'exploitation de la donnée est viable? C'est effectivement un moment important dans le projet Data et IA parce qu'il va permettre de, un peu sous la forme d'une checklist, de se poser tout un tas de questions qui vont nous permettre d'évaluer le niveau de risque à engager un projet et surtout le ROI attendu par rapport à ces projets Data IA. Ensuite, s'ensuit une phase de proof of concept, de POC, qui peut être nécessaire si on a un doute sur la capacité des techniques à répondre aux problèmes qu'on a identifiés. Et ensuite, à généraliser en tout cas cette solution en conditions réelles et de façon assez classique. On va partir sur un environnement pilote qui va permettre d'aboutir à un premier niveau de solution et d'apporter un premier niveau de gain pour ensuite généraliser l'approche dans une phase d'industrialisation, mais aussi plus tard dans une phase de run. Pourquoi? Parce que les projets data manipulent, entre guillemets, de la matière un peu vivante, qui est la donnée. Vos processus industriels évoluent, vos machines évoluent. Et donc, cette variation du processus des émetteurs de données, des sources de données, va créer une modification des données et peut avoir un impact à la fois sur des usages simples comme de la visualisation ou de l'analytique, mais aussi sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont leur cycle de vie et qui doivent être réentraînés aussi en fonction de ces modifications de processus. Moi, du coup, Martin, quand je vois ce schéma, ça me pose une question. Je trouve que le schéma est assez linéaire. On a l'impression qu'il y a ces phases qui s'enchaînent les unes après les autres. Est-ce que vous intégrez les notions d'agilité et comment vous le faites quand vous menez un projet data? Parce que j'imagine que du coup, il doit y avoir peut-être une capacité justement à itérer, peut-être à utiliser cette méthode d'agilité pour bien mener ce projet. Effectivement, c'est un bon point, Fleur. La notion d'agilité, elle est très importante dans les projets data IA parce qu'encore une fois, le processus même, alors je parle notamment pour les sujets d'IA, le processus même d'entraînement des données va nécessiter soit d'ajouter des nouvelles données au fur et à mesure pour améliorer les performances d'un modèle, soit va nécessiter l'échange avec le métier et avec les experts pour récupérer de l'information qui va nourrir le modèle, parce qu'encore une fois, c'est pas magique, c'est pas prendre des données, mettre un modèle et on obtient un résultat complètement performant. Il y a des subtilités et cette subtilité, elle ne peut avoir lieu qu'avec des échanges réguliers. Et donc, même si ces phases sont effectivement linéaires d'un point de vue programme, au sein de ces différentes phases, la méthodologie que l'on recommande, c'est des méthodologies agiles, SAFe par exemple, où on va créer des structures projets avec des acteurs techniques, des acteurs métiers pour créer ces solutions d'innovation. Et donc, ça nécessite effectivement un engagement commun à la fois entre des compétences techniques et des compétences métiers et de la disponibilité aussi, côté des sachants. D'où l'importance de l'aspect organisation dont tu parlais juste avant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ne peut pas se faire décorréler des experts. Et souvent, ce qu'on a vu, je parlais de l'époque d'époque qui est passée maintenant, c'est aussi parce que, de par une appétence technologique forte, ces sujets-là ont parfois été initiés par des équipes éloignées des préoccupations du métier. Et Hmm. donc, finalement, le résultat était OK, ça marche, mais ça n'améliore pas ma performance industrielle. Hmm. Donc, voilà, très important en tout cas de comprendre que, mais dès le cadrage, hein, l'expertise du métier est primordiale. Aujourd'hui, il y a un constat qui est que, il y a un certain nombre de freins qui existent pour pouvoir passer justement de ces fameux POC jusqu'à des projets data qui créent de la valeur à l'échelle dans les entreprises. Il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer ça. On en a sélectionné 4 ici parce qu'ils feront aussi un peu écho au retour d'expérience que je vous présenterai juste après. Le premier, on l'a un tout petit peu abordé, c'est la sélection et le cadrage des cas d'usage. Soit parce que, on le disait, le sujet ne répond pas à un besoin prioritaire du métier ou à un caillou dans la chaussure, soit parce que euh, le retour sur investissement est finalement assez faible. Un exemple serait, vous avez un opérateur excellent dans le contrôle qualité en ligne qui fait ça depuis des années et qui est très performant dessus. Construire tout un énorme projet IA pour remplacer uniquement cet opérateur, bah, vous allez à la fois peut-être ne pas vous y retrouver en termes financiers et aussi en termes de performance. Donc, il faut vraiment évaluer euh, qu'est-ce qu'on gagne à utiliser cette data et cette IA. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels bah, l'humain est à ses limites et la complexité de nos organisations, la complexité de nos supply chains, surtout dans le monde actuel, font que ce n'est pas un expert et un Excel qui vont réussir à résoudre le problème. Et donc là, on a besoin d'intelligence augmentée. Mais il y a aussi d'autres sujets sur lesquels bah, il faut se poser cette question du retour sur investissement. Euh, et on parlait du sponsoring. Évidemment, il y a le sponsoring et le support financier des projets, mais il y a surtout le sponsorship métier de ces projets. Et là, on parle de data et d'IA, mais c'est vrai aussi pour les projets digitaux. C'est important d'avoir des sponsors au bon niveau à la fois au niveau des groupes, mais aussi au niveau des structures locales, des usines, des ateliers, pour pouvoir amener et construire ces projets-là. Sur le pilotage et l'exécution des projets de data, c'est forcément un sujet parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché déficitaire en termes de compétences sur ces sujets. Les compétences sont rares, sont, sont nouvelles et donc parfois mal comprises, à la fois des équipes métiers, mais aussi des équipes IT. Est-ce qu'un data scientist tout seul peut faire des miracles? C'est une question. Donc voilà, il y a un sujet autour du pilotage et de l'exécution des projets data, puisqu'encore une fois, c'est mettre des personnes ensemble au service de l'amélioration d'un processus. Sur la gouvernance des données, j'en parlais un petit peu sur le fait que c'était de la matière un peu vivante. C'est aussi de la matière euh, sur lequel les experts ont parfois perdu de la connaissance au cours des dernières années parce que entre l'implantation de systèmes informatiques et l'utilisation de ces données, il y a parfois un écart qui est important. Et donc, aujourd'hui, vu qu'on remet la main, vu qu'on réutilise de façon plus massive ces données, il y a un sujet d'améliorer la connaissance qu'on a du patrimoine de données de son entreprise, de ce qui est généré par son usine, de ce qui est généré par son produit. Et donc, ça, c'est un vrai sujet, un vrai chantier qui, s'il n'est pas mené, est un frein à l'industrialisation des cas d'usage. Enfin, et c'est souvent là où on s'arrête au milieu du gué, même si on fait un POC, on a bien cadré, on a fait un POC, on a fait un pilote, on a réussi à déployer la solution dans une première usine ou sur un premier périmètre, et ben, il y a souvent la difficulté à déployer au-delà, parce que les conditions sont différentes, parce que la diversité des entreprises et des installations fait que ce qu'on avait identifié au moment du pilote n'est peut-être pas exactement réplicable sur le reste du périmètre. Et donc ça, il y a une vraie nécessité d'accompagner le changement et d'adapter. On retombe aussi sur l'agilité pour pouvoir aller chercher les gains. Parce que dans le domaine industriel particulièrement,
les gains ne se trouvent pas dans la première usine, dans le premier atelier que vous allez équiper, mais bien dans le fait d'être capable de déployer sur un périmètre le plus large possible. Donc, avoir ça en tête dès le lancement des cas d'usage data. On va enchaîner maintenant avec la dernière partie de ce webinaire, qui est le retour d'expérience autour de 3 cas sur lesquels je vais insister sur certains challenges que l'on peut rencontrer très concrètement dans les cas d'usage data IA. Le premier, c'est le challenge de la qualification des données. On parlait de gouvernance de données tout à l'heure. Là, on va parler de qualité de données, d'appréciation de la donnée. Pour un industriel de la transformation de produits agricoles, on cherche à optimiser la conduite de son process en fournissant aux opérateurs en usine des recommandations pour améliorer le rendement des batchs. C'est plusieurs millions d'euros d'enjeux et on a envie de pouvoir aider avec le fameux opérateur augmenté, de pouvoir l'aider à atteindre des niveaux de performance importants sur la conduite de son process. Donc, a priori, dans ce cas-là, on a un contexte idéal. On a un inventaire des données qui est réalisé en phase de cadrage avec un historique conséquent, plusieurs années d'historique avec une fréquence intéressante, des mesures à la maille de la minute même sur certaines sources de données. Donc, quand on regarde le jeu de données comme ça, a priori, on peut se dire que c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour aller développer un modèle d'intelligence artificielle qui va être capable sur la base de ces données d'entrée en temps réel, de fournir des recommandations de conduite, voire même de piloter automatiquement, si vous voulez tirer le trait un peu plus loin, de piloter automatiquement le processus. Et en fait, c'est là où la phase de qualification plus fine de la donnée est importante. Parce que quand vous rentrez dans le détail, vous vous rendez compte que le processus industriel il a évolué. Donc, il va falloir supprimer les données qui sont en ligne avec l'ancien processus, puisqu'elles ne vont pas vous permettre de guider le nouveau processus, parce qu'il y a eu des cycles trop extrêmes, parce qu'il y a eu des maintenances, parce qu'il y a eu des arrêts particuliers, parce que c'était des tests, et parce que aussi vous avez eu parfois des artefacts de données, de la qualité qui est mauvaise, des historiques incomplets. Donc finalement, quand vous faites ça, dans ce cas-là, vous voyez qu'on est passé de 172 cycles identifiés à la base à 63 cycles pour entraîner le modèle d'intelligence artificielle. Et de la même façon, là, on était plutôt à raisonner sur les lignes disponibles, sur les colonnes disponibles. Vous allez avoir à la base 160 informations sur un batch. Et finalement, quand on regarde ce qui sert vraiment le modèle et ce qui a un impact métier dans la conduite, vous allez réduire votre périmètre de données disponible à, ici, on réduit du coup d'un facteur 5 quasiment, passant de 160 informations à 30 informations utilisables pour le modèle. Donc tout ça, ça montre bien qu'il n'y a pas qu'un enjeu de big data et de volume de données, il y a surtout un enjeu de qualité de données et de ce qu'on peut aller chercher. Donc dans ce cas-là bien particulier, ça a remis en cause le fait de créer un modèle d'apprentissage supervisé qui allait apprendre sur le passé et prédire le comportement futur et donc les paramètres de process. Mais du coup, il y a eu une agilité, un pivotage en cours de projet pour se dire, nous n'allons pas faire ça, on va utiliser le machine learning pour autre chose, pour identifier les meilleurs batchs dans le passé, parmi les 63, et ensuite, pour identifier la proximité du batch courant avec ces meilleurs batchs, et ensuite proposer des recommandations de paramètres pour aller coller à cette courbe cible. Donc, on n'est plus dans une recherche de l'optimal théorique d'un batch en cours. On est plutôt dans le fait d'aller coller aux meilleurs comportements observés. Donc, c'est un tout petit peu différent, mais ça nous a permis, avec des données peut-être moins riches que ce qu'on imaginait à la base, de fournir un outil qui aujourd'hui est utilisé avec des recommandations qui tombent toutes les 15 minutes de mémoire au niveau des opérateurs pour qu'ils puissent aussi faire un retour au niveau de l'interface graphique pour piloter leur process. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple, en tout cas, d'un premier challenge, qui est le challenge de la qualité de données, de la qualification des données en démarrage de projet Data AI. Un deuxième sujet, un deuxième challenge, c'est la prise en compte de l'expert métier et de la labellisation des données. Donc, je disais tout à l'heure
que l'IA n'était pas magique, qu'elle avait besoin d'informations, et c'est notamment le cas dans le cas des algorithmes supervisés. Ici, on cherche à faire de la maintenance prédictive d'encrassage de filtres sur la base de données, pression, d'autres informations qu'on va avoir sur ces assets. L'idée, ça va être de anticiper les pannes pour prioriser les opérations de maintenance. Donc, quand est-ce qu'on envoie des équipes pour aller optimiser la fiabilité et le niveau de service des installations en question. Ça, c'est un sujet qu'on a appliqué sur différents assets, des pompes, des filtres, des colonnes. Mais un point qui revient toujours est que quelles que soient les données que vous avez, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, vous avez besoin de savoir où est votre panne. Donc, vous avez besoin qu'un expert vous dise à la machine, en fait, l'erreur que vous cherchez, le bouchage de filtre que vous cherchez, il se situe ici et on le voit sur la série temporelle. Ça correspond, par exemple, à cette variation importante de la pression, ou ça correspond à ce comportement anormal dans la mesure du flux. Et donc ça, c'est des informations qui sont clés, qui ne sont pas toujours détectables par l'intelligence artificielle non supervisée. On ne peut pas lui dire « cherche là-dedans et tu vas trouver les défaillances en question » parce qu'il y a du bruit, parce qu'il n'y a pas toutes les données disponibles. Et donc, on a besoin d'avoir l'expert qui va venir annoter, labelliser, plusieurs termes qui existent, la donnée pour permettre à la machine d'apprendre sur cette information enrichie. Donc, c'est une phase de labellisation qui est très importante dans tous les projets d'intelligence artificielle supervisée. On va demander dans le cadre, si je sors un petit peu de la série temporelle pour rentrer dans l'image, par exemple, on a beaucoup d'articles qui indiquent que l'intelligence artificielle fait mieux que des chirurgiens pour labelliser, pour identifier et lire des radios ou pour labelliser des IRM. En fait, ce n'est pas magique. C'est parce que vous avez souvent, en partie en tout cas, intégré de l'expertise métier par l'intermédiaire de ce type de labellisation. Et donc, vous avez demandé à une cohorte de médecins de labelliser, d'annoter votre jeu de données d'entraînement, et c'est comme ça que le modèle devient intelligent. Donc voilà, c'est important de comprendre que cette proximité entre le métier et l'algorithme est importante dans beaucoup de cas. Et ici, du coup, ce jugement de l'expert, en tout cas, cette labellisation par l'expert, a permis de construire après un algorithme qui performe mieux que les processus de maintenance actuels, avec néanmoins certaines complexités qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui sont des vrais points d'attention à avoir, notamment en phase de cadrage, sur le caractère très rare des événements que l'on cherche à prédire. Si vous avez dans l'ensemble de votre jeu de données de 10 ans d'historique une seule panne, c'est très compliqué pour l'intelligence artificielle d'aller avoir un bon niveau de performance sur la maintenance prédictive de cette panne. Donc il y a aussi cette représentativité des événements qu'on cherche à prédire qui est importante à prendre en compte dans ce type de projet. Dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez utiliser, je sais pas, je pose vraiment une question naïve, mais est-ce que vous pouvez utiliser en fait d'autres cas que vous auriez pu voir, des cas, on va dire, anonymisés, pour permettre à l'IA, justement, ou pour permettre d'enrichir justement cette base de données qui serait un peu manquante dans certains cas. Je sais pas si ça peut se faire. C'est un bon point. Alors, ça ressort, moi, c'est pas un sujet dans lequel je suis expert parce que nous, vu qu'on travaille à façon, on fait souvent des sujets avec une propriété intellectuelle qui est restituée au client et donc on ne va pas aller construire une base d'apprentissage dédiée. Ça peut être, je pense, le cas par contre de certaines startups spécialisées sur de la détection bien précise qui, eux, vont pouvoir, dans le cadre de leurs accords contractuels, conserver une base de données et enrichir leur historique de façon complètement légale, mais pour améliorer leurs produits. Néanmoins, nous, ce qu'on utilise aussi beaucoup et de plus en plus, ça va être des techniques dites de data augmentation. En fait, on va venir chercher à créer de façon synthétique des exemples de défaillances qui vont permettre à l'algorithme d'apprendre
sur une masse de données importante. Et donc, typiquement, quelque chose qui marche très bien en computer vision, vous avez une anomalie type, je ne sais pas, vous faites des soudures, par exemple, et vous voulez évaluer la qualité de la soudure par image. Vous allez prendre des images labellisées de soudure et puis vous allez les tordre un petit peu, vous allez les flouter, vous allez changer le niveau de zoom. Ça crée du volume de données qui va permettre à l'intelligence artificielle de mieux apprendre, de se robustifier. Donc, c'est des techniques d'augmentation de données qui peuvent aller jusqu'à la génération de données synthétiques avec des algorithmes type qu'on appelle les GAN pour renforcer cette partie performance. Mais encore une fois, ça, c'est un complément. Il y a toujours besoin quand même du jugement de l'expert pour traiter ces cas-là. D'accord. Dernier sujet, dernier petit retour d'expérience, qui est un autre challenge, peut-être un peu moins courant que les deux premiers qu'on a pu voir ensemble, qui est le dimensionnement des infrastructures de traitement. Et on a tous cette information comme quoi entraîner un réseau d'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de ressources, c'est gourmand, et on en parlait en introduction, c'est grâce à l'essor de la capacité de calcul qu'on a pu rendre opérationnelles toutes ces technologies comme les réseaux de neurones, le deep learning, etc. Néanmoins, quand vous devez, comme c'est le cas ici, mettre en activation votre réseau de neurones et votre intelligence artificielle dans le smartphone de vos opérateurs pour qu'ils puissent obtenir ce contrôle qualité augmenté sur le terrain, vous allez avoir des challenges en termes d'infrastructure de traitement. Puisque là, vous n'allez plus avoir un data center ou des gros serveurs pour exécuter vos algorithmes de machine learning, mais vous allez avoir la puce et le processeur d'un smartphone grand public. Et donc ça, c'est un challenge aussi. Ici, notre objectif, c'était de proposer à des opérateurs de maintenance un diagnostic qualité et des consignes personnalisées grâce à un assistant qui est embarqué sur le smartphone. Donc là, l'idée, c'est de passer son smartphone sur une conduite pour être objectivé sur les consignes de maintenance à appliquer. Donc, c'est un enjeu assez faible parce que là, c'était vraiment plutôt une logique technique de POC que vraiment un sujet de création de valeur. Mais avec un jeu de données restreint, donc 425 images, et ça, il faut savoir que c'est assez faible. On parlait tout à l'heure pour entraîner des modèles performants. On labellise des photos dans les différentes catégories qu'on a envie d'évaluer. Et puis, on a la contrainte de l'IA embarquée. L'IA embarquée, je le disais, c'est des smartphones parfois peu performants, c'est des ressources limitées. Et donc, c'est aussi la gestion de l'intermittence du réseau. Vous n'allez pas pouvoir vous connecter en permanence avec l'extérieur, notamment si vous êtes dans des zones qui ne sont pas reliées. Donc, tout doit se réaliser sur le dispositif embarqué. Et donc, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en place aujourd'hui des modèles spécialement optimisés pour les contraintes de l'embarqué. Ça ne change pas la façon dont le projet data va se dérouler. Vous allez quand même avoir cette logique dont on parlait d'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, de deep learning sur des données. Vous allez obtenir un modèle, un réseau de neurones riche qui va avoir une certaine performance. Et vous allez ensuite convertir ces réseaux de neurones, les élaguer, les alléger, leur faire passer un régime pour qu'ils soient efficients sur un asset plus, on va dire, moins performant comme un smartphone. Et on voit que ça a une dégradation en termes de performance métier. Dans ce cas-là, on perdait environ 5% de performance sur les indicateurs du modèle. Mais vous allez 5 fois plus vite en inférence. Donc, l'inférence, c'est l'action qu'a le modèle pour prédire quelque chose ou pour proposer une sortie. Et ça utilise 4 fois moins de RAM. Donc, aujourd'hui, par rapport à ces contraintes technologiques, il y a des réponses technologiques qui ne changent pas le cycle du projet data en tant que tel, mais qui sont à prendre en compte pour pouvoir s'adapter, que ce soit pour des exécutions déportées des modèles ou des exécutions embarquées.
Donc, c'est un exemple de contrainte parmi tant d'autres. Il y en a énormément et qu'on pourrait revoir. Et c'est aussi ce qui fait le charme de ces projets data et IA dans la recherche de valorisation, c'est qu'il y a toujours des choses très spécifiques à aller chercher et à résoudre. En synthèse, rapidement, Fleur, je te laisserai conclure sur les 5 dernières minutes. Oui, aujourd'hui, la création de valeur dans l'industrie par la data et l'IA existe. C'est rendu possible grâce à une rupture technologique qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est présent au quotidien et on a vu 3 grands vecteurs de création de valeur autour de ces sujets. Aujourd'hui, c'est le cas dans tous les métiers et dans toutes les fonctions d'une entreprise, de la supply chain jusqu'au marketing. Vous pouvez trouver des cas d'usage d'exploitation de la donnée et de l'intelligence artificielle. Ça peut représenter des gains significatifs quand on identifie les bonnes sources, en tout cas à utiliser, les bons processus à mettre sous contrôle. On a parlé ici, on a pris forcément un prisme intelligence artificielle, mais il y a déjà de la valeur qui est créée avec des traitements beaucoup plus simples, reporting, alerting, visualisation de l'information. Et puis, il y a encore des challenges. On l'a vu dans l'interconnexion entre des compétences et des expertises différentes, entre des challenges aussi sur la maîtrise de son patrimoine de données. Puis un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi un grand pan aujourd'hui, dans la confiance que peuvent avoir les opérationnels et les experts dans les algorithmes et dans la donnée. Et donc, il y a une vraie ébullition autour du thème de l'IA de confiance sur comment on est capable de garantir une certaine performance, notamment pour pouvoir aller appliquer ça à des sujets plus critiques de type sûreté, sécurité ou autres, sur lesquels les engagements sont et doivent être importants. Oui, en effet, moi, cette dernière slide de conclusion m'a fait penser en fait à d'autres sujets d'application en fait de l'usage de la data ou de l'IA et notamment des sujets très actuels aussi dont on n'a pas parlé, un peu plus prospectifs peut-être pour la plupart des PME industrielles, mais je pense par exemple à la transition écologique. Finalement, c'est aussi, on pourrait aussi en fait utiliser ces solutions-là pour optimiser en fait la consommation d'énergie des usines, la consommation de matières premières. On parlait un petit peu de R&D en introduction, mais effectivement, il y a aussi des solutions qui existent, qui utilisent la data pour justement faire de l'éco-conception ou en tout cas économiser de la matière. Donc, moi, je vois, il y a encore d'autres choses à explorer et sur lesquelles nous, eNetwork, et peut-être vous aussi, Quantmetry, vous travaillez. Et puis, après, sur l'aspect production, on peut aussi penser aux jumeaux numériques qui sont aussi un nouveau territoire d'exploitation de la donnée. Voilà, encore une fois, c'est plus prospectif. Voilà, c'est vraiment très en avance de phase, mais voilà, c'est des nouveaux sujets qui arrivent et qui sont extrêmement intéressants. Donc, effectivement, on arrive au terme de la présentation de Martin. Merci beaucoup. Vraiment, n'hésitez pas, je n'ai pas vu beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous donner vos retours, même tout simplement savoir si vous avez trouvé la présentation intéressante, ce qu'on espère vivement, ou voir poser des questions. Moi, j'avais envie de conclure en disant qu'effectivement, donc là, on a identifié effectivement les points clés, les spécificités de la gestion d'un projet data, même si effectivement sans forcément aller sur l'IA, mais déjà juste pour pouvoir exploiter la data qui est présente ou en tout cas faire en sorte d'avoir une data exploitable. Donc, il y a vraiment des choses à savoir et c'est pour ça que nous, on propose une formation autour de ce sujet-là, donc qui aura lieu. La prochaine date, c'est le 21 et 22 juin et qui sera à distance, donc, avec des experts de Quantmetry, parce que pour nous, ça nous paraît important en fait, de pouvoir proposer à notre réseau en fait, des clés en fait, justement, pour pouvoir mettre en place et pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et voilà. Et du coup, si vous avez effectivement envie
si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, voilà, ou si vous avez envie d'être mise en relation avec Martin et avec Quantmetry, n'hésitez pas à passer par moi, je ferai le relais. Je pense qu'on va pouvoir conclure, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Parfait. Eh ben, merci à tous pour votre attention et puis à bientôt du coup via Win Network. Merci beaucoup, à Au revoir. bientôt, au revoir.